Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais assez brièvement, mais vous savez que je suis bavard, exploiter un témoignage que j'ai reçu par email. Enfin, pas totalement, je vais pas reprendre tous les aspects du témoignage, mais certains points. Alors la personne me raconte, je reste anonyme, je ne dis pas qui c'est, que récemment elle a renoué avec ses parents qui sont très problématiques, sa mère apparemment perverse, son père maniaco-dépressif. Je dis apparemment parce que je n'aime pas trop finalement catégoriser. Dire que quelqu'un est pervers, c'est vrai que ça signifie qu'il n'y a rien à faire, qu'on pourra agir de telle et telle manière, ça ne changera rien à la situation, mais finalement, c'est mettre quelqu'un dans une case et ça n'apporte pas forcément plus que ça. Si, ça apporte le fait qu'on sait qu'il n'y aura rien à faire. Mais, comme je vous l'ai d'ailleurs laissé entendre dans une précédente vidéo, j'ai pris deux cas, une personne maniaco-dépressive et une personne qui présente le syndrome d'Asperger, donc là ce n'est pas un défaut en soi, mais je vous ai démontrer, c'est peut-être un bien grand mot, je vous ai montré plutôt que dans les deux cas, ce n'étaient certainement pas des pervers narcissiques. Après, je ne sais pas, le premier, je le connais un petit peu quand même, l'autre très peu, que par des vidéos, mais il n'en demeure pas moins que ces personnes posent des problèmes et que même si la personne maniaco-dépressive dont j'ai parlé n'est pas une perverse narcissique, il n'empêche que ça m'a causé de sacrés problèmes et ça m'en causera, je pense, peut-être encore, et il n'y a pas non plus de solution, c'est-à-dire que j'aurais beau traiter le sujet dans tous les sens, la personne n'en demeurera pas moins menteuse, avec des phases euphoriques sous son vrai nom et des phases détestables sous un faux nom, sous des pseudonymes diverses. Je ne pense pas que le harcèlement reprendra de façon aussi intense, je ne souhaite pas. Maintenant que je sais qui c'est en plus, c'est un peu plus délicat pour cette personne, mais je n'y peux rien non plus. Quant à la personne qui présente le syndrome d'Asperger, j'ai envie de dire que effectivement, ce n'est pas dans une intention de blesser qu'elle blesse, mais il n'en demeure pas moins que si vous fréquentez des personnes comme ça qui ont cette caractéristique de vous dire tout sans filtre, tout. Enfin, moi, il m'arrive de pas avoir de filtre, mais c'est volontaire dans des cas précis. Et je sais ce que je fais en général. Ce n'est pas de la perversion, ce n'est pas de la malveillance, ce n'est pas de l'Asperger. C'est une volonté de dire ça suffit, quoi. Voilà. Quand vraiment il faut le dire. Mais là, effectivement, si à chaque fois la personne, même sans malveillance, vous raconte que vous êtes en tort ici, le livre que vous avez écrit est nul, que le tableau que vous avez peint est affreux, etc. Même si c'est vrai ce qu'elle pense, qu'elle cherche pas à vous blesser, ça vous blesse quand même, et ça ne résout pas votre problème. Vous n'avez pas besoin de fréquenter des gens comme ça. Moi, j'en ai pas envie. Je veux bien qu'on soit franc avec moi quand cette franchise m'est utile à quelque chose, va me permettre de progresser. Si par exemple on me dit, tiens, vraiment cette partie du texte, tu ne l'as pas assez travaillé, ça va être vrai en général si on me dit ça. On me l'a pas encore vraiment dit, mais bon, là ça va me faire progresser. Ça veut dire que ce texte pourrait être bon si je travaillais davantage. C'est pas vexant là. Voilà. Et mais par rapport à ce maniaco-dépressif et cette personne Asperger, je dirais, moi je n'ai pas envie de les fréquenter, ça ne m'intéresse pas, ça n'a rien m'apporté. Voilà. Et donc savoir qu'ils sont maniaco-dépressifs ou pervers ne va pas m'apporter tant que ça, à part qu'un pervers va insister lourdement et les vexations, il va les amplifier et la blessure que je vais ressentir sera plus forte, forcément. Mais quand même, d'ailleurs, il y en a un des deux qui est maniaco-dépressif, donc je lui avais fait lire plusieurs de mes livres. Il y avait, je crois, comment il s'appelle le premier que j'ai écrit, L'heureux stratagème ou la nuit des 3 étoiles, La femme sans nom, un livre de souvenirs d'enfance récemment que j'ai eu la bêtise de lui envoyer. Et ben à chaque fois, soit il m'a fait un silence radio sur ses livres, parce qu'il savait à l'époque, maintenant ça me fait plus rien, donc il peut le faire autant qu'il veut, que ça me blessait, et une autre fois il m'a dit,
que mon livre était vraiment bien, qu'il l'avait prêté à quelqu'un, blablabla. Et je sais pas, 3 semaines après ou un mois, il m'a dit qu'est-ce que c'est chiant ce que tu écris. Bon, après il y a la boisson qui va entrer en ligne de compte, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a ce problème-là, mais quand même ça n'excuse pas tout. Et moi, que savoir que ce bonhomme-là est maniaco-dépressif ou pervers, je m'en fous. J'ai envie que ça s'arrête. Voilà ce que j'ai envie de dire, hein. Et là, j'en parle non pas pour relancer le sujet, mais parce que ça peut être utile à quelqu'un qui m'écoute, et ça m'est utile à moi d'analyser cette situation. Alors, ce qui fait que, pour en revenir au témoignage que j'évoque ici, finalement, j'ai envie de dire que la personne soit catégorisée comme perverse, comme maniaco-dépressive, ou victime d'un autre trouble, ça ne change pas fondamentalement les choses, à part que les pervers vont développer des stratégies plus élaborées, ils vont être plus malveillants, ça va être plus blessant, mais ça sera emmerdant quand même dans tous les cas. Voilà, je dis un mot un peu grossier, mais je crois qu'on n'a pas envie, au bout d'un moment, on n'a plus envie de s'agacer avec des situations qui n'apportent rien. Moi, j'ai envie de me prendre la tête, pour utiliser une expression que je n'aime pas, pour des choses qui en valent la peine. Si la personne, je vois qu'elle en vaut la peine, eh ben je veux bien m'embêter avec elle, hein. Je veux bien être subir certaines choses jusqu'à un certain point, évidemment. Mais si je vois que c'est inutile, hein, ben je vais très vite laisser tomber, ou dire ou l'écouter au téléphone quand elle m'appellera et dire oui oui oui, pour servir un peu d'écoute, mais et oublier la personne une fois que j'aurai raccroché, quoi. Voilà. Donc, je me disperse un peu, mais je trouve que mes vidéos qui se dispersent sont les plus intéressantes. Enfin, à mon sens, hein. Peut-être pas à votre sens, à votre avis aussi. Et donc, cette personne a renoué avec ses parents en février-mars, à la suite d'un SMS qui exprimé par la mère, hein, elle prétendait que sa fille lui manquait. Alors, comme le fait judicieusement remarquer la personne qui m'a envoyé ce témoignage, eh bien, c'était vrai dans la mesure où elle est une nourriture narcissique, elle est utile à sa mère d'une certaine manière, de façon négative, hein. Alors après, elle se dit, cette interlocutrice, pourquoi finalement on accepte de renouer avec des gens alors que l'on sait qu'ils sont pervers? Alors, quand c'est un parent, une mère en particulier, c'est très très compliqué, parce que la mère ou le père, mais peut-être encore plus la mère, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis sa naissance, hein, qui nous a porté, etc., toute la symbolique par rapport à ça. Et vous remarquerez d'ailleurs, quand des systèmes officiels parlent de vos parents, ils disent pas votre mère, mais votre maman. Vous voyez, ça reste toujours le côté maman, le côté chaleureux, bienveillant, alors que ce n'est pas toujours le cas, hein. Il y a des mères qui ne sont pas forcément bienveillantes, mais c'est quelque chose d'insupportable de penser qu'une mère ne pourrait pas être bienveillante. D'ailleurs, je pense, j'ouvre une parenthèse, enfin c'est pas une parenthèse que c'est lié. Il y a un de mes livres qui n'est pas le meilleur que j'ai écrit, mais qui surtout sur les témoignages de prisonniers de guerre. J'en ai fait de bien meilleurs, j'ai produit des témoignages bien meilleurs que celui-là. C'est Lettre à ma mère. Et ben c'est celui qui s'est vendu le plus, parce que c'est un fils qui écrit à sa mère, qui reçoit ses réponses, etc. Il y a un échange entre les deux. D'ailleurs, j'ai juste les réponses du fils. Mais il n'en demeure pas moins que ce titre attire, parce que la mère, elle est un peu sacralisée, et elle est aussi un petit peu fortement dénigrée dans certains contextes, dans certains romans célèbres. D'ailleurs, je vous en ai parlé d'un qui n'était pas très connu, mais qui montrait une relation à la mère un peu perturbée, et on comprend pourquoi à la fin, et je reviendrai un peu là-dessus d'ailleurs, hein. Donc, quand c'est sa mère qui est perverse ou problématique, parce que c'est pas forcément de la perversion, eh ben il faut beaucoup de preuves, il nous faut beaucoup d'éléments pour parvenir à se faire à cette idée, parce que c'est insupportable. Voilà, tout simplement. On est dans le schéma, la mère doit être bienveillante, et comme on a vécu avec elle depuis sa naissance, comme on a été élevé par elle, on se dit mais c'est trop moche de se dire que ce n'était pas une personne bienveillante. Voilà, tout simplement. Et comme le fait remarquer cette personne qui m'a envoyé ce témoignage, il faut des millions de preuves pour lever le doute. Parce que ce qui nous rattache aux personnes perverses, et j'ai beau tourner les choses dans tous les sens, c'est le doute. Une fois que le doute est levé,
à mon avis, je suis désolée de vous dire ça parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec cette idée. Ben non, moi une fois que le doute est levé, à moins qu'il y ait une compétence, enfin je sais pas, moi je suis pas tellement basé là-dessus, mais je sais pas, une compétence sexuelle particulière, voyez, sensuelle, qui rattache à la personne. Et même si on sait qu'elle est perverse, on a envie de connaître ça, peut-être. Hein. Moi, je n'ai pas connu ce genre de choses, mais pourquoi pas. À moins que on prenne plaisir à la voir, à l'admirer comme une star de cinéma, qu'on ait besoin de ce contact. Eh bien, si on ne doute plus, si on sait que la personne ne changera pas, qu'elle sera toujours malveillante, qu'on n'en sortira pas, eh ben on devrait normalement s'en détacher, mais immédiatement. Et si on ne s'en détache pas, c'est qu'on doute encore un peu. Et avec une personne qui est une mère, un père, on a envie de douter, on a envie de trouver une autre explication. Et cette autre explication, d'ailleurs, peut être réelle, peut être valide. Par exemple, il y a des mères qui sont problématiques, pénibles, mais qui ne sont pas perverses. Qu'est-ce qu'elles ont au fond d'elles-mêmes? C'est qu'elles n'ont pas réalisé un rêve, une carrière qu'elles auraient aimé faire, et elles sont constamment frustrées, en manque, ce qui fait que le contact avec elles est difficile et médiatisé par ce problème qui est sous-jacent et qu'on identifie souvent, mais on ne peut pas forcément permettre à la personne de réaliser son rêve ou sa vocation peut-être, hein. Quelqu'un qui aurait rêvé de devenir écrivain, là encore c'est facile parce que à condition de ne pas viser le succès, on peut le réaliser si on est vraiment motivé. Mais il y a d'autres choses qui sont peut-être plus complexes à réaliser il y a cette frustration que la personne porte et qu'elle nous transmet et qui empoisonne nos relations avec elle. Hein. Voilà, ça peut être ça. C'est pas forcément, faut pas tout le temps penser à pervers. Ça peut être ça tout simplement. Hein. Et cette personne donc est jalouse donc de sa fille et elle s'accapare sa personnalité et ses goûts et elle veut que sa fille et pour sa mère comment dire, soit complètement avalée par elle finalement et qu'elle n'ait pas d'autonomie propre. Elle ne doit pas avoir des choses qu'elle aime mieux que sa mère. Par exemple des bijoux que la jeune femme retrouve cachés à un endroit au moment du déménagement de ses parents. Voilà, les parents ont caché ces bijoux parce qu'elle savait que sa fille les appréciait beaucoup, enfin la mère les cache, je pense plutôt que le père. Alors le père est décrit d'ailleurs comme maniaco-dépressif et elle se demande si la mère peut rendre son mari pervers finalement. Moi je n'y crois pas, même si je n'adhère pas à la psychanalyse, vous savez que je suis pas du tout axé là-dessus, notamment en raison des caractéristiques sexistes et homophobes de cette discipline, il faut pas s'en cacher. Hein. Ceux qui ne voient pas ça, c'est qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Et là, j'ai connu beaucoup de gens, quelques personnes plutôt, qui étaient férus de psychanalyse et qui étaient vraiment homophobes. Hein. Quand je leur ai dit que j'étais homo, une ancienne collègue de fac, qui était plus âgée que moi à l'époque, qui avait peut-être 25 ans de plus, mais qui reprenait des études de fac en psychosocial et qui s'intéressait vivement à la psychanalyse, elle était vraiment choquée que je sois homo. Hein. Il y a un climat homophobe dans la psychanalyse, qu'on le veuille ou non, à moins qu'il y ait d'autres courants, des courants nouveaux, qui ne sont pas comme ça, mais ceux que je connais malheureusement développent ce genre d'idées que ce n'est pas bien d'être homo, et d'ailleurs certains psychanalystes ne devaient pas être homo, puisque l'homo était considéré comme une perversion, une faille dans l'évolution de la personne, qui était restée à un stade anal, je sais pas quoi. C'est complètement idiot, ça voudrait dire que les homos pratiquent tous la sodomie. Ben non, je suis désolé, je dois pas être homo. Voilà, voilà, vous savez tout. Je vais vous faire une rubrique courrier sensuel, sexuel ou courrier du cœur bientôt. Voilà, bref. Donc c'est des conneries tout ça, vraiment. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois pas comment, pour moi, ma conception, même si elle n'est pas étayée par des éléments scientifiques, c'est vraiment clairement, mais je le ressens, c'est quelque chose, je dirais pas que c'est un défaut de fabrication dès la naissance, mais quasiment. Ce défaut de fabrication est accentué plus ou moins dans le milieu dans lequel vit la personne. Bon, s'il a des parents pervers, d'autant plus, mais ça va être
accentué simplement, et je pense que c'est de naissance, tout comme on est, à mon avis, homo de naissance. C'est une caractéristique interne, c'est tellement fort, tellement euh, oui, tellement fort que ça ne peut pas être acquis. Et le fait de penser que ça peut être acquis, ça va dans le sens d'une homophobie, à mon sens, puisque ça veut dire que les parents n'ont pas eu telle attitude adéquate à un moment donné. Hein. Et non, je suis pas d'accord du tout avec ça. Moi, j'aurais été homo dans n'importe quel contexte. Je le sais, et c'est tellement une conviction forte. C'est presque même si c'est pas étayé sur quelque chose de scientifique, je me suis pas penché sur la question, mais c'est tellement évident pour moi que bon, j'ai même pas envie de creuser plus ce sujet. Et d'ailleurs, donc la personne évoque un problème avec une chienne maltraitée et la responsabilité, si j'ai bien compris, est renvoyée sur le mari. Euh, euh, donc ce mari maniaco-dépressif, moi je dis plutôt maniaco-dépressif que bipolaire, donc avec des phases gentilles et des phases méchantes, mais qui s'ignorent entre elles. On est bien un peu dans une sorte de psychose, puisqu'on a l'impression qu'il y a deux entités qui, bon, je prends des choses un peu empruntées à la psychoclinique, mais tout n'est pas acheté. Hein. On a vraiment l'impression, avec le bonhomme que je connaissais, moi, l'ancien ami, qui a été un ami à un moment donné, je pense quand même, hein, on va garder ces bons éléments en tête hein, et oublier le reste. Eh bien, on avait l'impression d'un coup de téléphone à l'autre qu'il occultait, qu'il oubliait les insultes qu'il m'avait lancées. Il était tout gentil, après tout méchant, mais comme si la partie méchante n'avait pas existé. Et on était vraiment dans la psychose pour moi, effectivement. Hein. Bipolaire, ça ne renvoie pas à ça. Pour moi, c'est plus... mais c'était impressionnant de voir ça. Et j'ai envie de dire que, à savoir que cette vidéo va pas éclairer la personne qui m'a envoyé ce témoignage, parce que ce sont des pensées, mais fortes, hein, que j'ai envie de dire que même la question à se poser, c'est est-ce que finalement la mère produit chez la fille plus de souffrance, plus de problèmes, plus d'interrogations que le père n'en fournit. Et c'est ça ce qui permettra de trancher et de savoir lequel est pervers finalement. Hein. D'un autre côté, j'ai envie de dire que même si ça va vous choquer encore, je vais me faire détester si je dis ça, mais mes relations avec les pervers, elles ont été finalement difficiles sur le moment. Sur le moment, ça a été extrêmement difficile, extrêmement bizarre. Je me suis trouvé dans un autre monde, mais de science-fiction quasiment. Mais elles m'ont moins perturbé que ces relations avec des maniaco-dépressifs qui ne m'ont rien apporté, qui m'ont énervé, alors que celles avec les pervers, après coup, ça m'a fait prendre conscience de moi-même, de mes qualités, de mes défauts, de ce que je devais faire, du fait que je devais éviter de vouloir à tout prix multiplier les relations. Je les multiplie plus maintenant, plus du tout. Et une fois que ça a été digéré, ça a été très dur pendant, mais une fois que ça a été digéré, eh bien, j'en ai tiré quelque chose. Alors que les relations avec des personnes maniaco-dépressives, perturbées, qui tenaient un double discours, un jour gentil, le lendemain non, et comportements qui ne résultaient pas, à mon avis, d'une perversion narcissique telle qu'on l'entend, elles m'ont rien apporté, elles m'ont fait perdre du temps, elles ne m'ont pas remis en question du tout, elles m'ont pas aidé du tout. Bon, voilà, je sais que je vais faire hurler des gens qui ont été victimes de pervers pendant très longtemps, mais moi j'ai pu m'en détacher, hein, c'est peut-être pour ça aussi, et j'ai pris le bord de l'orage finalement, et vraiment, comment dire, j'en ai tiré quelque chose, et ce n'est pas une réduction de dissonance cognitive, attention, c'est pas du tout ça. Alors que d'autres, ça m'a agacé, ça m'a obligé à aller d'ailleurs porter plainte à la gendarmerie et de me poser des questions, savoir qui me harcelait, qui c'était, etc. Voilà. Bon, après vous me direz, est-ce que ce que je prends pour un maniaco-dépressif n'est pas un pervers? Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais voilà ce que j'ai dit. J'ai pas beaucoup éclairé la personne puisque j'ai fait beaucoup de digressions, mais elles me semblent importantes. Et je pense que vous pouvez
en tirer quelque chose. Ce sont des thèmes de réflexion, je pense, qui ne sont pas inintéressants, qui ne sont pas scientifiques, qui n'ont pas cette prétention. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée.